Je voudrais revenir sur la notion d'empire, qui est un sujet qui m'intéresse depuis très très longtemps, puisque, comme vous le savez, la France a eu un empire et qu'elle l'a perdu, et que, de manière plus générale, la guerre de 14-18 a mis fin à un certain nombre d'empires, mais pas à tous, puisque les empires coloniaux ont survécu, curieusement d'ailleurs, c'est intéressant de le noter. Et il y a d'un côté des empires qui se construisent et qui se défont. Et quand ils se défont, c'est évidemment l'occasion pour les nations, on dit à propos de l'Autriche-Hongrie, c'était la prison des nations, je crois bien, pour ces nations de retrouver leur homogénéité, leur cohérence intérieure, au lieu d'une espèce d'hétérogénéité collective au sein de l'Empire. Donc là, nous avons affaire à une cyclicité, en quelque sorte. Est-ce que cette cyclicité obéit à des règles précises, à des modèles précis? C'est toute la question. Moi-même, dès 1976, j'ai publié dans Pied pour l'astrologie un travail sur la question des cyclicités astrologiques, et planétaires en tout cas, parce que ce n'était pas lié au thème astral, mais à des planètes précises comme Saturne. J'ai publié quelque chose à ce sujet pour essayer de comprendre cette alternance, cette cyclicité de la dynamique impériale et de la dynamique nationale, qui en est en quelque sorte le contrepoids. L'Empire, bien que le mot je ne veux pas entrer dans l'étymologie du mot, mais l'Empire, ce qu'on entend par empire, et on l'employait effectivement en France à juste titre pour désigner l'empire colonial, en Afrique en particulier. On parlait aussi de la France occidentale, l'Afrique occidentale française, l'Afrique centrale française, AOC, etc. Bon, l'Empire est effectivement un dépassement des particularités collectives, une négation des communautés, en fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'Empire a intérêt à nier l'importance du communautarisme. C'est pour ça que quand la France s'oppose au communautarisme, on peut se demander si ça n'est pas un reliquat d'une France impériale qui avait effectivement des enjeux différents. Il ne s'agissait pas de gérer le communautarisme à l'intérieur des frontières, mais bien à l'extérieur des frontières. C'est la différence. En ce sens-là, d'ailleurs, la France a récupéré les traces de cet empire au sein même de l'Hexagone, au sein même de la métropole. Il y a donc des périodes, on pense évidemment à 1989, avec l'écroulement, le démantèlement de l'empire soviétique, au sens où il a intégré également non seulement l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, mais également tout un ensemble des pays satellites, ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, les pays baltes, et puis un certain nombre de pays qui étaient autrefois dans l'Empire austro-hongrois. Et rideau de fer. Donc, en 1989, et à la suite de cela, d'ailleurs dans les 2 années qui suivront, on a véritablement un démantèlement qui d'ailleurs peut donner lieu par la suite à une tentative de reconstruction sous forme d'union, de fédération, etc. Il n'y a rien de définitif au niveau cyclique, hein, et il faut dire les choses très clairement. Mais ça peut prendre des formes nouvelles, des solutions, des formules nouvelles. Donc, en 1989, Saturne était en phase de disjonction. C'est-à-dire que la phase de disjonction, c'est le maintien d'une certaine unité, mais qui est quelque chose de très superficiel, même quelque part fictif.
Et l'Empire, c'est une forme de fiction, quelque part. Et cette fiction intellectuelle, en quelque sorte, fondée d'ailleurs sur une idéologie censée être commune. Ça a été aussi le cas de l'Empire napoléonien, voire même de l'Empire nazi. Toujours une idéologie qui est nécessaire pour justifier l'existence même de cet empire. Je dis ça parce que ça nous fait penser que finalement, la destruction des Juifs a pu être un ciment de cet empire nazi, puisque tout empire a besoin d'un certain ciment. Et il prend le ciment où il peut. On a déjà parlé de cette question du fait qu'une société a des objectifs qui sont souvent très, très généraux, et elle a des procédés pour survivre qui sont souvent beaucoup plus particuliers, beaucoup plus spécifiques, et qui n'ont plus rien d'universel. Bon. Donc, nous avons un temps pour que des empires se constituent, parce que par exemple, l'Union européenne aussi est un empire. Elle est devenue un empire. Et elle peut également être victime de la crise des empires à certains moments qui sont des moments. Alors justement, sont-ils des moments disjonctionnels ou conjonctionnels? C'est toute la question. En vérité, quand on y réfléchit bien, là où l'Empire a le plus de raisons d'exister, ce serait au moment de la disjonction. C'est-à-dire au moment où il ne tient plus que par un certain nombre de généralités abstraites, plus ou moins fictives. Et là où l'Empire est le plus menacé, ce serait la phase de conjonction, où il y a une exigence d'unité profonde, de recentrage, d'homogénéité qui revient. Voilà les données du problème, en fait, sur le plan des modèles. Je dois reconnaître que pour l'instant, on n'est pas très très avancé sur ce sujet, parce que tout dépend des formulations et des définitions. Il y a des paradoxes. Tout à l'heure, je disais, la disjonction favorise les empires, quelque part. Toute fédération, quelque part, est un dépassement des communautés, avec tout ce qu'elles ont d'homogène. Les empires, souvent d'ailleurs, introduisent des éléments hétérogènes, introduisent de l'immigration. Parce que l'immigration, c'est une forme d'empire aussi. Le fait d'attirer des populations différentes, étrangères, c'est une logique impériale. C'est une logique qui sacrifie le nombre, la quantité, l'idée à une forme d'authenticité profonde de ses composantes. À moins d'imaginer un empire qui respecterait cette diversité pleinement. Toujours est-il que la phase de conjonction conduit, sinon à la disparition de l'empire, du moins à l'affirmation des différences au sein de l'empire, ce que Wilson appelait, je crois, des nationalités. C'est d'ailleurs le président américain Wilson qui est un des éléments moteurs de la dislocation des empires en 1918. Et ailleurs aussi, d'ailleurs, d'autres. Bon, donc il y a la crise impériale qui serait liée à la conjonction. Actuellement, l'Europe est-elle en crise? Elle l'est d'une certaine façon. Donc, on voit bien que cette phase conjonctionnelle actuelle explique la question du Brexit, par exemple, explique la question de l'espace Schengen. Donc, on voit bien qu'on est où chaque pays veut gérer sa propre population. Il ne veut pas supporter des intrusions. Donc on est bien dans une période qui exige de l'Europe soit une plus grande vigilance, soit une plus grande autonomie de ses composantes.
chacune veillant à ses propres intérêts au niveau notamment de sa cohérence intérieure, à sa laïcité intérieure, son dialogue intercommunautaire intérieur, etc. etc. Donc, en 1989, on était en revanche dans une phase de disjonction. Alors, est-ce que, normalement, est-ce que ça n'aurait pas dû être au contraire une période favorable? Mais n'oublions pas que qu'est-ce qui s'est passé finalement? La Russie a affirmé son identité propre. Et quelque part, en se débarrassant de cet empire, elle a affirmé sa spécificité. Donc, en 1989, on reste dans un processus de diversification, en tout cas en ce qui concerne l'Union soviétique, qui ne sera remise en question que 2-3 ans plus tard, avec la dislocation de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, on ne sera plus dans la même logique. On sera passé de la disjonction à la conjonction. Donc la Russie, la Fédération de Russie, c'est une création, c'est une réémergence liée à la conjonction, qui fera suite, 3 ans et demi plus tard, à la disjonction. Donc on en revient à cette question, et j'en parle ouvertement, comme ça, à bâton rompu, toute liberté. On en revient à cette question de qu'est-ce qui s'est passé en 1989, qui aurait dû être un temps favorable à l'Empire. Eh bien, on peut penser, par exemple, que c'est l'Union européenne qui aurait joué cette carte impériale. Et on a vu par la suite que c'est ce qui allait se passer. Tous ces pays allaient finalement entrer dans l'Union européenne. Et donc, en réalité, on sait très bien que les événements, par exemple, d'Ukraine, sont liés à la lutte entre deux empires. L'empire russe qui veut capter l'Ukraine et l'empire européen, l'Union européenne, qui veut capter l'Ukraine, lui aussi. Et qui risque d'ailleurs d'arriver à une scission de l'Ukraine, un partage de l'Ukraine entre ces deux empires. Donc en réalité, ce que je propose, c'est de considérer la phase de 89, de disjonction, comme une phase qui aura permis à l'Union européenne de s'agrandir, de s'étendre. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'attraction, en fait, quand il s'est produit. L'Empire européen a attiré dans sa sphère un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est. Et cette sphère a été plus puissante dans son attraction que la sphère russe. Et par ailleurs, la sphère russe a également perdu des plumes au niveau de l'URSS, mais, encore une fois, elle s'est restructurée autour de cette fédération de Russie, quitte à abandonner dans un premier temps la Biélorussie, l'Ukraine, etc., etc. Les fameuses républiques de l'URSS. Donc il y a une espèce de va-et-vient permanent qui fait qu'à certaines époques, par exemple actuellement, la Russie a des velléités impériales, c'est évident. Bon. L'Union européenne a aussi des velléités impériales. Ne parlons pas, bien évidemment, du Daesh, qui se veut aussi impérial, un califat, etc. Et qui ne peuvent l'emporter qu'en phase de disjonction, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est pour ça que
tout ça n'est pas terminé. Il y a des résistances nationales fortes actuellement qui ne permettent pas aux empires de se développer, qui créent des problèmes à l'intérieur même de ces empires, même au sein de ses membres les plus anciens, même au sein de son cœur, mais tout cela est provisoire, comme tout est provisoire en cyclicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, dans les 3 ans qui viennent, enfin au bout de 3 ans si on veut, en gros, on aura à nouveau des processus d'attraction impériale, c'est-à-dire des tentatives d'union, de marché commun, de grandes fédérations d'empires qui peuvent prendre des proportions considérables. Et ça est lié à la dynamique impériale. Voilà. Alors ce sont des luttes, l'injonction c'est la lutte entre des empires et non pas entre des nations. La conjonction c'est la lutte entre des nations. Voilà.